Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, on s'est quitté du côté de la capitale. On va maintenant du côté de la principauté de Monaco, où les Monégasques faisaient face à l'Olympique de Marseille. Un score qui est donc à 2-0. On va revenir bien sûr sur les compositions d'équipe. On va revenir bien sûr sur les matchs, sur les prestations globales, les tops et flops. Si on a le temps, on viendra d'ailleurs sur les sanctions par rapport à l'Olympique de Marseille. Je reviendrai bien sûr aussi sur les sanctions de Nice si j'ai le temps. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce match était un très bon match et j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre cette rencontre. Pour information, avant que j'oublie, pour demain, il y aura le match entre Strasbourg et Lyon, je crois. Ce sera ce Lyon-Strasbourg à 21h, 20h45. Donc sans doute que je vous ferai le débrief demain soir. Donc soyez connectés, on va revoir le premier match de l'Olympique lyonnais et le premier match du Racing Club de Strasbourg. Et donc la semaine prochaine, bien évidemment, la Ligue des Champions reprend ses droits. Et on ira sans doute aller voir le club de Lille. Pour le PSG, on verra si Bruges fait quelque chose d'intéressant à l'encontre des Parisiens. Bon allez, place maintenant au débrief. On va commencer tout de suite comme à chaque fois avec les compositions d'équipe. Oui, vous avez deux petits buts qui apparaissent ici. C'est pas du tout, voilà, j'ai oublié de les enlever, voilà, tout simplement. Donc nous avons Noubel qui était dans les buts du côté de Monaco. On a ensuite une défense à 3 avec Diziassi, Badiachil et un tout petit jeune d'ailleurs qui est venu. On ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs il a été choisi lui. C'est tout simplement Matsima qui a été donc préféré à Ruben Aguilar a priori. Ensuite donc il y a un milieu de terrain à 4 avec Jenson Martins du côté droit, Fofana Chouameni dans l'axe et enfin Caio Henrique au niveau du côté gauche. Et enfin une attaque composée de Kevin Volland, Sofiane Diop et enfin Wissam Ben Yedder en pointe. Du côté de l'attaque, du côté du système marseillais. Alors le système marseillais a été quand même un sacré imbroglio. Tout le monde s'est posé la question de comment Marseille allait jouer. Et bon, je rappelle bien évidemment qu'il manque Alvaro González et également Dimitri Payet qui sont suspendus si je me souviens bien. Et donc on a donc dans les buts pas Steve Mandanda, et oui étonnamment, c'est Paul Lopez, comme Gianluigi Donnarumma par exemple. Paul Lopez qui donc a pris la place et est donc devenu le gardien de l'Olympique de Marseille, provisoirement j'imagine. Ensuite une défense à 3, Balerdi, Saliba et Pérez. Enfin au milieu de terrain on a deux récupérateurs qui Boubacar Camara et Valentin Rongier. Alors je les ai inversés mais vous avez compris le principe. Et là c'est là que ça a été quand même un sacré imbroglio. Pourquoi ? Parce que tout le monde s'est posé la question de comment Marseille allait jouer, puisqu'il y avait notamment Under et Gendouzi, juste devant. Alors on aurait pu les mettre un peu plus à droite et un peu plus à gauche. Ensuite il y avait Lirola et Bamba Dieng qui étaient présents. Bamba Dieng, pardon, qui était présent. Et donc en pointe, on va dire dans un sorte de faux neuf, eh bien la nouvelle recrue Amin Harit qui était présent. D'ailleurs, pour information, beaucoup de gens ont imaginé que Dieng allait jouer dans l'axe, ce qui allait notamment mettre Ender sur le côté gauche. Finalement, on n'en est rien, voilà. Alors, a priori, on va quand même parler un peu du dispositif marseillais, parce qu'il était très intéressant ce dispositif, pour la simple et bonne raison que Paul Lirola, finalement, va jouer très haut du côté de l'Olympique de Marseille. On n'a toujours pas de latéral gauche qui peut être là, donc ça veut dire que Pérez va pouvoir monter et que Dieng est là aussi pour pouvoir déborder sur le côté. Et très intéressant, voilà, le pressing constant de l'attaque avec Gendouzi, avec Under, avec Amin Harit, qui sont là bien sûr pour harceler le porteur de la balle de l'adversaire, qui est vraiment quelque chose qui est très intéressant. Bon, en tout cas, du côté de l'Olympique de Marseille, on va revenir bien sûr sur les principales actions qui ont été pourtant faites. Et c'est vrai que Marseille, au début, a, comme qui dirait, fait beaucoup de choses. Ça a été tout simplement à la 11e minute. Axel Dizazi tente un tacle, mais Dieng part, tente une frappe, et ça part complètement au-dessus. À la 13e minute, le poteau du côté de, encore une fois, Dieng, il résiste à Christlin Maxima, il tente une frappe croisée qui atterrit dans le montant et ressort à ce moment-là. Et finalement, ça va très très vite. Et là, Jenson Martins réussit à avoir, donne le ballon, et au final, le ballon ne parvient pas à arriver dans les pieds de Jenson Martins. Et à la 28e minute, eh bien, les montants vont encore être frappés. Encore une fois, Maxima est pris par la vitesse de Dieng. Il dégaine, il frappe encore une fois. Ça atterrit une nouvelle fois sur le poteau. Voilà, deux poteaux pour le petit Dieng. Et finalement, il va être récompensé à la 37e minute.
Et oui, une nouvelle fois, il est plus rapide que Maxima. Il tente, il donne le ballon qui tout simplement... Enfin, Luan Perez donne un ballon magnifique pour Christian, qui prend de vitesse Christian Maxima. Amadou Dieng, Bamba Dieng pour ainsi dire, récupère le ballon. Et tout simplement, eh bien, il compte, frappe croisée encore une fois. Non, pardon, il fait un petit dribble, il frappe premier poteau. Et finalement, Alexander Nubel est pris complètement. Voilà, c'est un peu de sa faute, clairement, le premier but. Puisque, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il fait... On va faire la petite palette pour que vous compreniez. Même si j'estime que vous avez comme regardé le match. Hein. Donc il est ici concrètement. Alors, on va mettre du rouge parce que sinon on va pas pouvoir nous voir. Voilà. Donc là, il est ici. Et en fait, erreur qu'il fait. Alors, vous avez vu, au début il tire là. Donc là il frappe le poteau. Après il tire là, il frappe le poteau. Et en fait ce qu'il va faire, c'est qu'il va être très intelligent ce jeune homme. Il va faire tout simplement un petit dribble avec Maxima, donc qui est aux fraises, un plus de Maxima. Et à partir de là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement frapper ici. Et je trouve que c'est une excellente idée parce que c'était ce qu'il fallait faire. Nubel est pris au dépourvu d'ailleurs. Et ça a notamment permis à la victoire, concrètement le 37, le 1-0. Valentin Rongier essayera bien sûr de trouver une solution, mais Nubel reste là. 1-0 du côté de la mi-temps. Alors certes, Monaco va essayer des changements, hein, clairement. On va enlever les petites annotations pour éviter que ce soit un petit peu gênant. Donc, tout simplement, on enlève Maxima qui a été très décevant dans ce match. Et concrètement, on met Valentin Rongier Ruben Aguilar à la place. Ça va pas changer grand chose d'ailleurs. Hein. Clairement parce qu'à la 60e minute, ballon en profondeur, Dieng récupère un ballon. Il voit Harit arriver, il lui récupère, il donne le ballon à Dieng, contrôle orienté. Et concrètement, il va faire ça. Magnifique. Voilà, franchement, ça, j'adore ce geste d'ailleurs, je tenais à le dire. Puisqu'il fait ceci et il frappe comme ça. Alors certes, c'est pas au milieu, hein. Et finalement, il y a 2-0 du côté de l'Olympique de Marseille. L'OM qui est dominant, qui a dominé. Et après, bah voilà, Badiachil essaie de tenter quelque chose. À la 92e, ça tente quelque chose. Voilà, il se passera plus rien du tout dans cette rencontre qui donnera la victoire de l'Olympique de Marseille sous le score de 2-0. Bon, bah on va commencer tout de suite avec l'AS Monaco. L'AS Monaco qui a donc clairement, bah, l'AS Monaco qui a pas fait un bon match. Clairement, voilà. On l'a souvent regardé l'AS Monaco l'année dernière, souvenez-vous, quand il y avait le fameux sprint à 4, on avait tendance à regarder tous les matchs des 4 numéros, des 4 premiers concrètement. Il y avait eu Lille, il y avait eu Lyon, il y avait eu Paris et il y avait Monaco. Et il s'avère que, souvenez-vous des matchs de Monaco. Monaco c'était très beau, ça allait vite. Il y avait notamment cette attaque de feu qui faisait vraiment mal aux équipes adverses. Et le principal défaut de cette équipe monégasque, c'était quoi? C'était sa défense. Mais comme elle arrivait à mettre les choses à plat, et ben elle réussissait à remporter ses matchs. Et finalement, eh bien, l'attaque était très belle. Et c'était surtout l'aspect défensif qui était intéressant. Mais là, on se rend compte alors que l'aspect offensif est devenu quasiment caduque. Hein, le Monaco arrive beaucoup de mal à aller carrément dans le camp adverse, dans la surface de réparation adverse. On a un Ben Yedder qui a été très très mauvais, mais également Sofiane Diop qui a été très bon l'année dernière, qui ne parvient pas à confirmer. On a un Kevin Volland que j'ai trouvé très décevant. Et derrière, c'est très moyen. On a notamment un Badiachil qui était plutôt bon l'année dernière, qui faisait des belles choses. Alors certes, on a quelques joueurs qui sortent du lot. Chouameni par exemple, qui a été plutôt intéressant. Fofana qui a été plutôt intéressant aussi. Mais ça reste trop abstrait. Et au final, comme offensivement, l'équipe, elle avait vraiment de la gueule l'année dernière et qu'elle n'arrive plus à avoir ce coup de rein nécessaire à pouvoir faire quelque chose, et bah tu te rends compte malheureusement hein, que l'Olympique de Marseille profite des errements défensifs de l'équipe monégasque et au final cette équipe elle a beaucoup de difficultés à faire avancer les choses et clairement c'est un problème. Est-ce que ça va être inquiétant? Bah, on sait qu'il y a l'Europa League qui va avoir lieu, clairement. Est-ce qu'ils vont être en mesure de relever la tête? Ça serait bien, clairement pour la France quand même. Alors je sais que certains ne sont pas très très intéressés par ce qu'on appelle l'indice UEFA, mais il faut quand même pas oublier que le Portugal nous a passé devant. Ça veut dire peut-être une place en moins. C'est bien beau de vouloir jouer les égoïstes et de vouloir se dire que
bah ça nous intéresse pas. Mais à un moment donné, il va falloir quand même que les clubs français, on les prenne en considération. Et là, ben, clairement, Monaco ne m'a pas rassuré du tout à quelques jours du début de l'Europa League. C'est pas le cas de la Marseille. C'est vraiment pas le cas de Marseille. Et Marseille, par contre, m'a vraiment plu, honnêtement. Marseille, ça a été beau, c'était bon, c'était sympa. Honnêtement, le jeu marseillais est très très bien léché. Il y a ce côté, on va dire, imprévisible qui me plaît beaucoup avec cette équipe de Marseille. Ça attaque, c'est vraiment la mentalité Sampaoli, ça va de l'avant, ça attaque, ça va à gauche, ça va à droite, ça essaie de trouver des situations. Il y a même des joueurs comme Dieng qui sont pas des joueurs extraordinaires. Hein. Dieng, c'est pas un joueur qui va te crever le plafond, mais Dieng, il est là, il essaie d'apporter, il trouve des situations. Et je trouve que moi, il m'épate. Il m'épate, c'est un joueur formé. Et devine quoi, il prend le ballon alors qu'il n'y a pas beaucoup de buteurs. Il a fait vraiment le boulot, il s'est imposé, il a vraiment. Je trouve que ce gamin-là, il est à l'image, voilà. Il y a des joueurs qui sont vraiment revanchards aussi. Je pense à Under, je pense à Gendouzi, qui ont été plutôt bons. Je trouve que d'ailleurs, défensivement, l'OM a été intéressant aussi. Hein, défensivement, on a vu notamment un trio défensif avec notamment Rongier et Camara qui sont trouvés plutôt intéressants. Et je trouve qu'il y a cette volonté d'aller de l'avant, même si, et ça c'est intéressant aussi, j'ai trouvé que l'Olympique de Marseille ne s'est pas dit on va aller au-delà de ce qui a été fait. Tu vois l'Olympique de Marseille, l'OM, s'est dit à un moment donné, voilà, on est à la 60e minute, 70e minute, on va calmer le jeu, contrôler et essayer de faire en sorte de tenir le résultat. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce que l'OM a toujours été dans cette optique cette année de toujours aller de l'avant, de toujours faire le jeu. Mais là, aujourd'hui, on leur a dit wow, on mène 2-0, c'est un bon résultat. Allez, si on peut en mettre un troisième, on en met un troisième. Mais ce serait bien, c'est que on calme le jeu et on fait en sorte que les choses se passent telles quelles. Voilà. Et j'ai trouvé que c'était très bien de la part de l'Olympique de Marseille de savoir aussi que dans ce genre de situation, il faut savoir parfois subir et il faut savoir aussi donner en muselant les attaquants parce que c'est ce qui s'est passé aussi. Parce que si Ben Yedder, Diop et Volant ont eu des difficultés, c'est parce que peut-être le système défensif, avec notamment les apports aussi parfois de Gendouzi qui est venu descendre pour récupérer des ballons, on voit Rongier qui a été plutôt intéressant, un supplément avec Lirola qui a souvent reculé pour essayer d'empêcher que justement on puisse prendre la profondeur. Ça a été intéressant. Il y a eu très peu de ballons monégasques dans la profondeur parce que la charge générale, Pérez avait toujours été là pour essayer d'empêcher les ballons en profondeur, donc c'était excessivement bien. Voilà, c'était très bien de la part de l'Olympique de Marseille qui m'a fait vraiment plaisir. Alors, encore une fois, il y a peut-être la petite déception qu'on pourra toujours dire, c'est que le jeu a penché beaucoup à gauche. Et ça, faut quand même le reconnaître. C'est vrai que moi qui m'attendais à avoir un jeu un peu plus léché dans tous les côtés, parce que on avait quand même un début de saison avec un excellent Stage Under, là, le jeu a beaucoup penché à gauche sur Tieng. Ça, j'ai pas trop compris pourquoi, mais j'ai envie de te dire peut-être que parce que Ender venait de revenir de sélection, il était fatigué, ça peut s'expliquer, mais en tout cas, c'était très bien, c'était très très bon, et j'ai trouvé franchement que l'Olympique de Marseille est extrêmement prometteur. On sait qu'il y aura ce match à rejouer contre Nice qui va s'annoncer très important, voilà. Et j'estime que ça peut être très très salutaire. Alors je sais ce que certains vont me dire, vont me demander est-ce que je suis d'accord ou pas d'accord avec les sanctions qui a eu lieu notamment à l'encontre de l'Olympique de Marseille. Bah, moi j'ai en fait j'ai deux problèmes. La première chose, c'est que alors, je comprends tout à fait ce que la Ligue a voulu faire passer. C'est plus jamais ça. La Ligue a voulu faire passer ce message. Plus jamais ça. Autrement dit, ils se sont dit, on va sanctionner tout ce qui s'est passé. Tous les artistes qui ont fait n'importe quoi, on va les sanctionner. Donc c'est Payet, c'est Alvaro González, c'est j'ai plus son prénom mais c'est Fernandez, le directeur, l'adjoint de Jorge Sampaoli, c'est pour ainsi dire c'est tout le monde. C'est le club de Nice qui n'a pas géré, c'est notamment 2 points perdus, je crois sur tapis vert ou un truc, enfin 2 points perdus. Donc ils ont fait en sorte de dire plus jamais ça.
Sauf que, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que j'aurais préféré que, certes, ils sanctionnent tout le monde, mais qu'il y aurait eu un petit peu plus d'intelligence dans la décision. C'est-à-dire que l'Olympique de Marseille se prend une bouteille, Dimitri Payet se prend une bouteille, et le truc, c'est qu'il réagit, voire même il réagit en rebalançant la bouteille, ça fait partir un mec. Je précise quand même qu'il y a quand même un mec qui arrive pour vouloir en découdre. Alors j'ai vu dans son interview qu'il disait qu'il n'a pas voulu en découdre. Tu sais, moi je préfère limite le mec qui a giflé Macron qui lui dit voilà, bah, j'ai giflé, j'assume. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas ça qu'il faut faire. C'est dire voilà, il s'est énervé, etc. En tout cas, ils ont voulu frapper fort avec Nice. C'est leur façon de voir les choses. Mais moi, j'aurais plutôt sanctionné durement bah, bah, Nice en faisant vraiment quelque chose, en mettant 10 matchs de suspension de leur stade. Ça aurait pu se valoir un vrai impact. Quand tu vois que bah, Marseille a pris pour Alvaro González, certes, qui a fait juste faire, pardon, je vais pas vous le faire, mais qui a fait des doigts d'honneur à la tribune, je trouve ça un petit peu limite. Voilà. Dimitri Payet qui rebalance la bouteille, il est victime et finalement il réagit. Alors certes il réagit, il n'a pas le réagir, mais aux dernières nouvelles, il n'a pas non plus à prendre une bouteille. Enfin bref, voilà, tout ça pour dire. Et on rappelle pour information que le match, Benoît Bastien, au dernier, ne voulait pas reprendre la rencontre. Donc ça voulait dire qu'il considérait que l'Olympique de Marseille n'était plus en état de sécurité. Il y a pas mal de petites choses qui me paraissent curieuses d'ailleurs. Pourquoi le match n'est pas sur tapis vert gagné par l'Olympique de Marseille? Si tu estimes que Nice a fait une grosse erreur et a fait n'importe quoi, fais ça. Parce que comme ça, tu mets en handicap et finalement les Niçois. Et je terminerai juste par une chose. J'ai trouvé, alors à tort ou à raison, je trouve que beaucoup trop de gens ont parlé. Je trouve que beaucoup trop de gens ont parlé. Je parle pas forcément des présidents qui sont dans leur rôle. Je pense pas aux principaux victimes ou coupables ou je ne sais qui, comme à Dimitri Payet ou notamment du côté niçois, parce que j'estime qu'ils sont dans leur rôle. Ce qui me gêne dans cette histoire, c'est pas ça. Ce qui me gêne le plus, c'est le fait que, bah, il y a des politiques qui ont parlé. Je pense notamment, alors certes, elle a été dans son rôle de ministre des Sports, Roxana Maracineanu, qui n'avait pas besoin d'en parler. Je pense notamment à Christian Estrosi, qui s'est exprimé par rapport à cette histoire. Il y avait également Jean-Michel Aulas qui s'est exprimé. Alors certes, il a répondu au maire adjoint de Marseille ou je sais plus qui. J'ai envie de dire, laissons les choses dans le monde du football et c'est pas la peine d'y aller. Là, je trouve que c'était complètement nul et non avenu. Et au final, moi je trouve qu'on a voulu, tout le monde a voulu se mettre dans cette histoire, alors que je suis désolé, ça aurait dû être l'OGC Nice, l'Olympique de Marseille, les protagonistes, l'Olympique de Marseille, le président, les joueurs qui ont été agressés, les joueurs qui ont balancé, les joueurs qui ont frappé, Nice avec l'encadrement niçois, les joueurs s'il y avait eu des embrouilles avec les Niçois, que ce soit les coupables ou les victimes, et j'estime concrètement que chaque personne, que ce soit les victimes de l'Olympique de Marseille, je pense à Dimitri Payet, ou ceux qui ont fait n'importe quoi, je pense notamment à Pablo Fernandez, qui a fait n'importe quoi parce qu'on ne met pas KO un mec, pour ainsi dire, et l'autre côté, Nice, qui a eu peut-être la réaction la plus pas très intelligente, avec Jean-Pierre Rivière aussi, mais Jean-Pierre Rivière est le président de Nice, il est dans son droit. Par contre, les politiques, les machins, vous me les dégagez, ça sert à rien. Voilà. Bon allez, on va passer maintenant au top et au flop avec les tops et les flops, avec donc les trois proposés. On a tout d'abord Valentin Rongier, que j'ai trouvé très bon dans ce match, très bon dans la récupération, très bon dans le fait qu'il est parti aider ses coéquipiers quand vraiment Monaco essaie d'y aller. D'un point de vue aussi, il a été plutôt bon dans le geste parce qu'il a fait de très belles passes. Il a notamment une action intéressante aussi avec Noubels. Franchement, c'était sympa et ça a apporté quelque chose. Voilà. De l'autre côté, on a également, je l'ai mis, Amin Harit, très très bon dans ce match. Ah, on le sait, hein, il a parfois quelques petites choses, mais il a notamment fait une passe décisive pour Dieng. Malheureusement, ça arrive du côté du poteau. Franchement, très intéressant aussi en faux de 9,5 qui notamment a fait quelque chose d'intéressant. On va voir comment il va jouer quand Payet va revenir, parce que Payet et lui, est-ce que concrètement, Payet, est-ce qu'il est plus à l'aise dans le système ou Payet concrètement quand il est... On l'a vu, hein, quand Payet joue en faux numéro 9, il a plus de mal. Par contre, Amin Harit,
quand il est dans ce système-là en faux numéro 9, il est beaucoup plus à l'aise. Ça serait intéressant justement de le voir. Peut-être un Payet un peu plus sur les côtés, peut-être. Alors peut-être qu'il a plus le coffre pour pouvoir jouer sur les côtés, mais concrètement, peut-être avoir un système basé sur un Amina. Enfin, de toute manière, Aminarit et Dimitri Payet, il va falloir trouver un moyen pour les faire jouer ensemble. Parce qu'ils sont très très bons dans ce début de saison. Peut-être un Aminarit qui peut-être va jouer plus sur le côté. On sait que Milic va revenir. Est-ce que Milic va jouer? Est-ce que Payet va jouer derrière? Est-ce que Aminarit va pas être la doublure de Payet aussi? On peut se poser la question. Mais concrètement, pour moi, ce match-là, il démontre une chose, c'est que Payet a, en tout cas un vrai concurrent dans sa partition, dans sa manière de faire, dans sa variation de jeu. Je le trouvais plus intéressant. Et au final, Aminarit, pour moi, il était très très bon. Et enfin, le numéro 1, c'est bien évidemment Dieng, Bamba Dieng, que j'ai trouvé exceptionnellement bon. Voilà, avec son doublé, mais également ses deux boulons sur le poteau, ce qu'il a apporté, franchement, c'était très très bien ce qu'il a proposé. Du beau travail, défensivement, il a essayé de défendre. Il était crevé quand il est rentré. Franchement, très très bon son match, et honnêtement, il faut qu'il continue dans cette voie-là. Alors on le sait, il y a notamment Milic qui va arriver, mais il peut être la doubleur de Milic, il peut être la doubleur aussi peut-être de Sandy Sander, peut-être pourquoi pas. Aussi partir sur le côté gauche un joueur comme Conrad de la Fuente et peut-être devenir sa doublure aussi. Franchement, c'était un très bon joueur et un très bon match de ce monsieur. Du côté de Monaco, on a donc Dizazi. Je pense que la raison, vous l'avez forcément compris, hein, à partir du moment où Dizazi, j'ai même pas envie de parler parce que il fait une erreur, il tacle à côté, il est fautif sur le but. Aussi, il y a un truc aussi, c'est qu'il est fautif sur le but. Alors certes, il y a son copain qu'on va parler aussi, c'est-à-dire Matsima, qui n'a pas été bon aussi, mais c'est lui qui était quand même, faisait partie avec Badiachil de cette force tranquille qui aurait dû aller. Et quand tu vois qu'ils sont pas capables de tenir le choc, c'est quand même assez gênant pour ainsi dire. Le numéro 2, c'est Wissam Ben Yedder. Bon, parce que Wissam Ben Yedder, il a pas. Il a rien fait. Il a touché très très peu de ballons. Il a absolument rien pu d'importer. C'est vraiment un match à oublier pour Wissam Ben Yedder, qui aujourd'hui n'a pas été à la hauteur de ce qu'on lui demande. C'est dur pour le petit Wissam, qui doit se reprendre, qui doit continuer à travailler. En tout cas, ce n'est pas comme ça qu'il va se faire aimer en équipe de France. En tout cas, qui va être crédible en équipe de France, pour ainsi dire. Et enfin, le premier, de toute façon, il est sorti à la mi-temps, donc c'est quand même un syndrome assez sûr. C'est bien évidemment Maxima. C'est un cauchemar qu'il a vécu concrètement. Il fait des. Dieng lui a fait tout et n'importe quoi. Ah, il lui a fait l'amour. Il lui a fait l'amour, limite sans consentement. Franchement, je sais pas d'où ce qu'on pourrait définir comme chose, mais je me demande parfois s'il a pas il arrivait à gérer ce système à 3. J'ai eu l'impression qu'il est toujours à contre-courant, qu'à un moment donné, quand les ballons partaient en profondeur, il était toujours en retard. Est-ce qu'il n'y a pas eu un problème à ce moment-là? Je sais pas. Là, clairement, Maxima, c'est vraiment un match à oublier. Alors certes, il en fera d'autres, hein, des matchs. Hein. Attention, hein, Maxima, ça sera pas son premier et dernier match. Hein. Attention, j'espère pour lui en tout cas. Mais c'est vraiment un match que j'ai envie de dire, c'était vraiment. Moi, il m'a déçu. Oui, il m'a déçu. Mais franchement, voilà, c'est une réalité. Et voilà, concrètement, c'est un joueur qui est jeune, il ne faut quand même pas l'oublier. Il va travailler, il va bosser, il va faire encore les choses. C'est un joueur que je pense va s'aguerrir avec le temps. Pour l'instant, il n'est pas prêt. Il faudra qu'on m'explique d'ailleurs pourquoi c'est lui qui a joué et pas Aguilar. Il faudra vraiment qu'on m'explique. Parce que clairement, c'était pas le match qu'il fallait faire. D'ailleurs, quand tu vois un Marseille qui est extrêmement offensif, je suis pas certain que la limite c'était l'idée du siècle de le mettre. Voilà. Voilà donc, c'est la fin oui, de cette émission. Soyez tristes, soyez heureux, soyez bénis en tout cas, ce qui est certain. Voilà, donc on va se retrouver bien évidemment la semaine prochaine pour les matchs de Ligue des Champions. On reviendra bien évidemment pour les matchs de Ligue 1 en fin de semaine. En tout cas, c'est clair qu'on va continuer à vivre cette Ligue 1. Cette Ligue 1 qui est intéressante, même si le Paris Saint-Germain, faut pas se leurrer, vit pas vraiment quelque chose. C'est vraiment quelque chose qui est pour ainsi dire un match qui est intéressant. Mais en tout cas, moi, il m'a plu.
C'est voilà, c'est un très bon match et je pense que Marseille cette année ils sont bien. Mais moi ma seule inquiétude c'est est-ce qu'il n'y a pas y avoir justement une décompression à cause du physique. Ça c'est la grande question. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous tous. Mettez bien sur la cloche si vous avez envie de suivre. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous et montrez à vos amis. Ça fait toujours plaisir. Allez, prenez-vous parce que j'ai dit. Ciao les amis. Et bonne nuit bien évidemment parce que là il va aller dormir.